Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Une tasse de tech, édition automnale. Je pense que l'automne est arrivé, là. Il y a eu je ne sais pas s'il y a eu un gel au sol, mais il y a eu un froid au niveau de ma hauteur, là, en tout cas cette semaine où il faisait moins chaud que d'habitude. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Alain. Alain, je me sens tellement mieux que la semaine dernière. Ben, ça, c'est une excellente nouvelle parce que... J'ai l'impression de sortir d'un coma. Ceux qui m'ont écouté la semaine dernière, j'ai peur de me réécouter parce que je suis pas sûr d'avoir été cohérent. Puis en plus, toi, t'étais... écoute, j'ai complètement halluciné que t'étais à Hawaï. J'étais vraiment dans les vapes. C'est la magie de l'intelligence artificielle. Peut-être que j'étais pas là. On le sait pas. Nos partenaires, merci à nos partenaires qui nous permettent de faire ce podcast TELUS et Plan Hub. Et cette semaine, on a tout un programme. C'était une grosse semaine dans l'actualité techno. On ne fait même pas exprès. Il y avait vraiment beaucoup de nouvelles. On vous fait évidemment un survol et ça nous donne la liste que Pascal, tu vas nous lire parce que je t'ai interrompu. Écoute, je te laisse aller. Sourire. Donjons et Dragons. On va parler de Donjons et Dragons. J'ai tellement joué à ça quand j'étais ado. Google Nest, Amazon Echo. On va parler de l'Apple Watch. On va parler de Sora 2 d'OpenAI. Un nouveau réseau social, comme si on en avait besoin. Magie, on va parler de Nintendo et d'Ubisoft, de Lego. Dans le désordre. Ça c'était mon enfance Lego. Des écouteurs Beats et d'une cafetière qui vous permet d'avoir un espresso quand vous voulez, où vous voulez. Et ça, c'est assez génial. Sérieux, j'ai été impressionné. La Pixapresso de Wakako. Est-ce que tu peux la déposer sur ta tasse Amber autochauffante et avoir toujours un espresso chaud sur mesure? C'est ça qu'on se demande. La tasse Amber est juste un peu trop grande. Ah! Oui, moi, je la trouvais juste un peu trop petite parce que je bois mon gallon de café matinal dans une espèce de méga grosse tasse. Celle-là, c'est ma fille qui l'a faite, d'ailleurs, une tasse artisanale. Mais on a reçu de Best Buy, et on en reparlera peut-être, je sais pas, un petit cadeau de Best Buy, disons-le, qui était dans le thème du café. Ils ont une tasse Amber, j'en ai reçu une, moi aussi, une tasse chauffante avec le petit plateau qu'on se connecte avec une batterie puis une prise de courant, puis la tasse garde le café au chaud. C'est la journée internationale du café, le 1er octobre. Et donc voilà, c'était une tasse de café avec une tasse de tech et Best Buy. Ça, c'est très drôle parce que je crois, j'avais la première version de la tasse Amber. T'as pas la bouteille aussi? T'avais pas J'avais pas la bouteille. J'en ai une autre bouteille chauffante, mais de Amber, j'avais la tasse, mais après un certain temps, la pile... ne fonctionne plus, fait que j'ai dû la mettre en déchet électronique. Et là, bam, j'ai la version 2 qui a une plus grande autonomie et qui permet de garder son café chaud pendant tout l'épisode d'une tasse de tech. Ça, c'est pas désagréable, mais je le bois tellement vite qu'habituellement, j'ai pas le temps d'avoir mon café qui refroidit. Moi, je vais prendre... Le problème, c'est que je prends des plus petites portions de café, puis plus souvent, je prends plus de caféine et ça me tente pas, parce que je vais parler trop vite. Déjà que je parle assez vite, merci. En tout cas. Tu sais que le truc, c'est de prendre un moitié-moitié. Tu prends moitié. Mais les tasses sont trop petites. Ouais, mais là, t'as raison. Tu bois 2 fois plus de café. Je dirais ceci. À la presse et chez Cogeco aussi, nos machines, c'est des machines à capsules et je déteste ça pour mourir. Mais ça permet de faire un café moitié-moitié. Capsule déca, capsule K, caféiné. Oh, normal. Tu fais 2 capsules. Je me fais une grosse tasse, mais écoute, je prends l'engagement solennel devant vous tous, ou dans vos oreilles, ou peu importe où vous êtes. Je ne veux pas avoir Nespresso comme commanditaire. Les capsules, je déteste ça. C'est la pire affaire. C'est toujours des gugus jetables. Et quand on dit ça, là, les gens de Nespresso nous écrivent « Mais vous savez qu'on peut recycler nos capsules. » Mais l'énergie au départ pour créer les capsules, franchement. Les gens qui s'insurgent contre les batteries de chars électriques, là, « Ah, c'est de la pollution, créer ça! » disent-ils en buvant leur café Nespresso à capsule, là. Ça sera mon édito de la semaine. Bon, excuse-moi, j'ai croisé les fils. C'est parti fort. Oui, partons maintenant sur OpenAI qui lance Sora 2. Oui, c'est une grosse nouvelle. Ce sera le premier espresso parce que clairement, on est craqué grâce à cette caféine nomanie qui nous guette. Ben voilà. Et c'est une grosse nouvelle qui vient d'arriver parce que c'est une nouvelle en plusieurs petits morceaux. En fait, Sora, vous connaissez déjà, c'est l'outil de génération de vidéos par IA d'OpenAI. Rabouté là, à ChatGPT. On a lancé cette semaine du côté d'OpenAI Sora 2, qui est une version grandement améliorée de l'outil de génération. Et parce que, pourquoi pas, on a aussi lancé l'application mobile pour iPhone Sora, tout court,
qui est fonctionnel. Vous pouvez la télécharger et l'installer, mais pour utiliser toutes les fonctionnalités de Sora 2, il faut être deux choses. Il faut être invité, donc en partant, hein, « Ouh, je veux mon invitation !» Et il faut être abonné à ChatGPT+, donc il faut payer des gros sous. Parce que ChatGPT, vous le savez, OpenAI, c'est la même chose, brûle de l'argent sans bon sens parce qu'ils sont pas rentables. Et ça coûte cher, tout ça. Donc là, ils veulent, comme on dit dans les technos, monétiser. Voilà. Pascal nous mime présentement comment fonctionne une start-up techno en 2025. tu brûles... Non, mais ce serait carrément un briquet là, à la Gainsbourg. Là. Tu prends un billet, tu le brûles, t'en brûles un autre, tu redemandes l'argent. Et les gens t'en donnent parce que c'est le futur. Exact. Donc, Sora 2 serait, dit-on, parce que là, on le sait, il y a quelques mois, Google a lancé VO3, l'a intégré à Gemini. Donc, on peut du côté de Google, si on est abonné à Google AI Pro, une autre affaire qui coûte des sous, on peut utiliser VO3 pour générer des courtes séquences vidéo auxquelles sont ajoutés l'audio. Ce que Sora ne faisait pas jusqu'ici. Donc, Sora 2 le fait. Plus précis, plus réaliste, plus facile à contrôler. On peut faire des requêtes complexes. Il semble-t-il que Sora nous comprend mieux. Je ne l'ai pas encore essayé à fond pour vous dire si c'est vrai ou pas, mais probablement qu'il y a des... C'est pas parfait, entendons-nous, là. On dit que l'outil gère mieux la physique des objets. Quand on crée des personnages d'une scène à l'autre, le personnage se ressemble, ce qui permet de créer des acteurs artificiels. Là, on l'a vu avec cette semaine, là, avec ce qui s'est passé à Hollywood. On dit aussi que la génération audio synchronisée est plus efficace. Donc, on peut créer du dialogue, on peut créer de la musique, faire une espèce de trame sonore à ces vidéos. Et on peut aussi, avouer que c'est pas magique, on a créé une fonction qui s'appelle Cameo, grâce à laquelle vous pouvez vous insérer vous-même ou un de vos meilleurs amis dans la vidéo. Ça peut juste bien aller. Vous pouvez pas imaginer comment les gens vont utiliser ça à mauvais escient. C'est sûr que ça arrivera pas. Dis-je avec un ton sarcastique impossible. Alors, parce que c'est sûr que ça va déraper. Ben oui. Oups, les gens s'en servent pour l'intimidation. On n'avait pas pensé à ça. Oui, Et je vais ajouter ceci pour conclure cette brève nouvelle qui pourrait être très longue quand même. L'application Sora est créée sous forme de réseau social. Donc, on veut créer une espèce de... Ils sont pas les seuls. On en parlait tantôt avec Pascal avant d'enregistrer. Meta, son application Meta AI qui sert entre autres à jumeler ces fameuses lunettes de réalité augmentée, Reta, Ray-Ban et tout ça, a le même fonctionnement. C'est un flux continu de petites séquences vidéo créées par l'outil en question, donc dans ce cas-ci par Sora 2, et dans lequel on a cette espèce de sentiment de réseau social. Donc on se dit, tant qu'à créer du contenu, tu as bien créé la plateforme pour la distribuer plutôt que de laisser TikTok en profiter, n'est-ce pas? Et là, on rentre dans une nouvelle vague de création de flux sociaux séparés. Fait qu'éventuellement, on va retourner encore à ce monde où on aura 10-12 applications côte à côte où ça va être comme des petits réseaux sociaux. Fait qu'encore une fois, on relance un peu l'éparpillement de ces contenus-là, ce qui va rendre la détection de contenus générés, à mon avis, encore un peu plus complexe, et c'est le début d'un nouveau casse-tête, je pense. Mais bon, bref, si vous voulez rigoler, si vous nous promettez que vous faites ça strictement pour votre propre divertissement et sans fin malicieuse, allez essayer Sora 2. Ça marche. Je ne sais pas à quel point ça marche bien, mais ça marche. C'est étonnant comment créer des vidéos à partir d'absolument rien. C'est hallucinant. Oui. Là, on va s'émerveiller que dans quelques années, les vrais acteurs, les vraies personnes ben oui, dans combien de temps il n'y aura plus de distinction? Dans combien de temps les gens... Parce que, encore une fois, tu as toujours les gens qui le savent. C'est un personnage de dessin animé, c'est un personnage artificiel. Dans quelques années, les gens vont regarder un acteur, vont regarder quelqu'un, puis vont se rendre compte, après des années, que c'est pas... ça va devenir... Probablement que les acteurs... Ça va se créer comme un peu dans les médias numériques et dans tout le reste, il va se créer une espèce de niveau intermédiaire où les acteurs, il va y avoir quelques superstars qui vont s'insérer dans les bonnes vidéos, des choses comme ça. T'as pas coupé ta ligne, Alain? Oui, j'ai coupé, mais apparemment, ça sonne quand même. Allez savoir. Mais c'est sûr que ça va créer... ça va créer un nouveau canal de... On est dans une économie de l'attention. Et donc, ça va créer un nouveau canal où il va se créer des personnages, comme des dessins animés, comme des films. Ce qui va être intéressant de voir, c'est si ça va être bien étiqueté. Ceci est un truc créé par l'intelligence artificielle. Oui, puis j'imagine que l'étape intermédiaire, ça va être des personnes réelles assistées par l'intelligence artificielle. Tu vas pouvoir à toi seul jouer plusieurs personnages, avoir plusieurs personas, mais c'est toi qui vas être le marionnettiste derrière. Est-ce que des marionnettistes de personnages d'intelligence artificielle, ça va devenir une profession? Je le crois. À suivre. Hey, parlons de Nest Aware. Nest Aware, le système de caméra de surveillance qui devient Google Home Premium.
J'aime ça. Google Home, pas juste Google Home Premium. Premium, ben Nest, c'était pour les caméras connectées. Google Home, évidemment, c'est un système qui est pour toute la maison. On promet avec la nouvelle mise à jour, qui est disponible bientôt. J'ai tenté de l'installer sur mon système à la maison. On m'a dit disponible bientôt. Il y a des nouveaux appareils qui s'en viennent, qui sont optimisés pour l'assistant d'intelligence artificielle qui est intégré dans Google Home. Est-ce que ça va te permettre de faire? Ça va te permettre de reconnaître qu'est-ce qui est détecté par ta caméra. Ça va pas juste dire il y a une personne qui est détectée. Ça va pas juste te dire Alain est détecté, mais ça veut dire Alain est en train de faire des bonjours devant la caméra. Quelqu'un entre devant chez toi avec un seau et un balai. D'accord. Quelqu'un arrive avec une crowbar et une barre à réaction différente. Ben oui, voilà. C'est ça, là, tu peux tout de suite savoir qu'est-ce qui se passe. Évidemment, il y a un forfait payant qui va être nécessaire, qui va permettre de décrire ces actions-là. Et on va pouvoir aussi faire des recherches audio pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant que je suis parti. De dire, peux-tu me dire qui est passé devant chez moi? Puis il va te faire un petit récapitulatif, t'amener où tu veux. Fait que je trouve ça très, très drôle. Vous allez avoir la mise à jour bientôt, ceux qui ont des caméras Nest. Certaines sont encore compatibles. J'ai reçu un message un peu alarmant qui me disait ta caméra est déconnectée du système. Il va falloir peut-être valider que ces caméras sont toujours compatibles, mises à jour éventuellement. C'est le temps de le faire. C'est aussi ce que promet, on va en parler un petit peu plus loin dans les actus, mais Amazon avec sa nouvelle gamme de produits Alexa, là, de dire « Hey Alexa, il s'est passé quoi dans ma journée? » Puis là, il va résumer « Ma caméra a détecté Tipit qui passait en vélo, le facteur qui a échappé ton colis, il y a des choses comme ça. » Je ne sais pas à quel point ça va nous motiver à adopter, parce que là, clairement, et tu l'as dit, les caméras Nest moyennement âgées ne sont plus fonctionnelles. La mienne ne fonctionne plus. Oui. Mais tu sais que c'est du composé, c'est de l'électronique encore qu'il faut balancer à la poubelle. Ça se recycle, je le dis tout de suite, mais gaspillage. C'est pas l'idéal. Question évidemment, j'imagine, de système désuet et tout. Le truc, par exemple, si vous regardez, moi j'ai une caméra Nest qu'on m'a échangée contre une caméra Google. Fait qu'en disant, écoute, ta caméra, il y a des programmes Nest, comme ça. Elle est plus compatible. Il y a un programme qui m'a envoyé gratuitement une nouvelle caméra. Oui, pourquoi pas en plus? Ben oui. Une télé en plus, ça coûte tellement plus cher, une télé, c'est effrayant. Fait que voilà, si vous avez des caméras de surveillance Google ou Nest, vous allez avoir une belle mise à jour qui utilise l'intelligence artificielle. Et là, il va falloir regarder dans les petits caractères si les images de nos caméras vont servir à entraîner l'intelligence artificielle. Et là, on va parler tantôt avec Amazon. Il y a des petits caractères. Il y a des petits caractères qu'il va falloir étudier, ceux qui tiennent à leur vie privée. Avant de parler d'Amazon, on va faire une... Ben oui, c'est ça. On va faire une micro-capsule jeu vidéo parce qu'il y a comme 3 éléments. Il s'est passé des choses dans le jeu vidéo cette semaine et on ne parlera pas d'Electronic Arts parce que c'est plus business. Cette sortie de la bourse, en tout cas, financée par l'Arabie Saoudite. Ce que je voulais dire, parce que ça affecte vraiment beaucoup directement, concrètement et immédiatement le Grand Québec. Quelle phrase. C'est la création, l'espèce de scission interne chez Ubisoft, là, où on crée, et ça c'est très français, on dit on a créé des creation houses. Ah bah oui. Ou creativity houses. Essentiellement des maisons de création, c'est comme ça qu'on le définit. Oui. Donc, on veut créer des sous-marques internes. Je lisais dans Le Soleil que là, il y a de la grosse chicane parce que c'est un vote des employés pour trouver le nom de ces nouvelles, de cette première série de maisons internes. Et on s'est rabattu sur Vantage Studios. Et là, évidemment, quelqu'un quelque part à Québec a dit « Ouais, mais c'est pas en français, ça! » Je laisse le débat sur la langue se dérouler par lui-même. Ubisoft s'appelle pas Ubimou. Je vais juste dire ça en passant. Donc, on a créé Vantage Studios, très français comme nom, pour réunir la production sur les titres phares d'Ubisoft, dont ceux produits chez nous, Rainbow Six, Assassin's Creed et Far Cry. Les équipes qui sont associées à ces produits-là vont automatiquement se réunir sous la bannière Vantage Studio. C'est 2300 personnes dans le monde. Il y a aussi un studio à Sofia, il y a un studio à Barcelone qui est réuni en dessous de ça. Les autres équipes techniques et les services, les autres jeux, For Honor, je pense, entre autres, vont demeurer chez Ubisoft. On explique que ce geste-là, et semble-t-il, les gens à l'interne sont relativement heureux de la décision. Faudra évidemment gratter le bobo un peu pour voir si c'est le cas. Demander,
Parce que c'est pas une mauvaise nouvelle dans la mesure où on n'annonce pas une réorganisation massive, mais on dit qu'on aura plus d'autonomie sur la direction créative, sur les modèles d'affaires dans les jeux pour pas avoir la pression financière de faire des revenus toujours plus importants tous les 3 mois parce qu'on est en bourse. Plus grande agilité pour les studios qui vont pouvoir prendre de meilleures décisions sur la créativité, donc les risques, la fameuse prise de risque en jeu vidéo, ce qui signifie souvent juste comme essayer d'autres genres de moteurs de graphiques ou des choses comme ça. On dit qu'on pourrait essayer. Un détail que je trouve non négligeable, mais qui va quand même un peu, qui est un signe des temps. Le géant chinois Tencent embarque dans le projet Vantage Studios avec 25% des parts de cette nouvelle entité. On a investi 2 milliards de dollars canadiens, l'équivalent en euros, là, sur une entreprise qui en vaut 7 milliards quelque chose canadiens, c'est 4 milliards d'euros. Donc, et ça, c'était évoqué au début de l'année, là, au printemps 2025. Il y avait des actionnaires d'Ubisoft qui voulaient que la famille Guillemot retire Ubisoft de la bourse au complet, la privatise et essentiellement la refile à Tencent au complet pour créer une nouvelle entité capable de financer des projets plus audacieux. C'est dans l'air du temps. Je disais que tantôt qu'on parlera pas d'Electronic Arts, mais Electronic Arts vient de faire un geste financier essentiellement pour la même raison, pour pouvoir rapporter ses états financiers à un rythme qui a plus de sens dans le développement de la production de jeux vidéo, qui prend souvent 2-3 ans. Mais dans le cas d'EA, c'est plus vite, là, parce qu'ils ont beaucoup de licences annuelles, mais il y a quand même cette logique de rapporter des revenus aux 3 mois quand on se fait des échéanciers de 2-3 ans et qu'on les dépasse tout le temps, parce qu'on n'est jamais à l'heure dans ce créneau-là. C'est fâchant. Donc ça se justifie très bien. Mais semble-t-il, et les gens d'Ubisoft, si vous nous écoutez, si vous avez le goût de partager votre impression, écrivez-nous. Ça va rester entre nous, évidemment. Mais le feeling, encore là, est-ce que c'est vrai? Le feeling, c'est que c'est une bonne nouvelle pour les créateurs. On touche du bois. Écoute, espérons-le, parce que c'est des bons... Tu sais, Assassin's Creed, c'est des bons jeux, c'est des bonnes licences, là. Ouais, c'est des films permanents, c'est des films perpétuels. Tu sais, quand tu lances un film, puis après ça, il est fini, tu passes à un autre projet. Et quand tu as un jeu vidéo, tu as des années de développement, tu as le lancement, tu as les mises à jour, tu as les expansions, tu as tout un univers à entretenir. Je trouve ça fantastique. On perçoit mal la quantité de travail que ça représente aussi. Tu sais, développer ces environnements-là qui sont essentiellement ces environnements persistants et immersif qu'on fait juste comme revoir à tous les 2-3 ans. C'est comme, man, c'est beaucoup de travail pour vrai. Oui, puis le modèle économique des films, depuis le temps que ça existe, les films, je pense que les producteurs ont une bonne idée. Il y a une machine, je pense que les jeux vidéo, c'est encore en évolution, la façon, il y a eu les studios, les acteurs, il y a plein de trucs comme ça. Je suis très, très curieux de voir comment dans 5-10 ans, peut-être que la structure financière des compagnies de jeux vidéo va se stabiliser pour être plus fonctionnel. Ouais. Parlant de ludicité et de jeu, on va parler de 2 nouvelles. On va parler de Donjons et Dragons et de Lego. Ça me ramène à mon adolescence. Oui, je jouais encore au Lego quand j'étais adolescent. Il y a la console Lego Game Boy qui a été lancée dernièrement. Et là, évidemment, la grosse déception, c'est qu'elle n'était pas jouable. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau. Elle est à peu près à la même échelle que la Game Boy, mais elle n'était pas jouable. Il y a une créatrice qui s'appelle Nathalie Denerd qui l'a créée, qui l'a rendue jouable. C'est une très cool bidouilleuse. Elle est vraiment, vraiment, elle fait des beaux projets, des belles créations, et elle a fait une démo d'une version jouable de la console Game Boy Lego. Elle va mettre, et ça c'est la bonne nouvelle pour les créateurs, elle va mettre les plans des pièces 3D nécessaires, parce qu'évidemment, elle se sert du modèle Lego original vendu par Lego. Elle doit, pour glisser le processeur, pour glisser les circuits, elle a utilisé les circuits de la Game Boy Pocket. Donc, elle a pris la console un petit peu plus petite qu'elle a glissée à l'intérieur. Mais il y a certaines pièces, entre autres les boutons, qui doivent être un petit peu adaptés parce que en ce moment, les boutons, elle disait qu'elle tenait avec des élastiques pour que ça fonctionne, fait que pour que ce soit quelque chose de plus jouable et de plus durable. Alors, surveillez ça. Nathalie Denerd, elle a beaucoup de schémas, elle a des démos très, très cool. Puis ça, c'est très, très drôle parce que dès que ça a été annoncé, le kit Game Boy, j'ai dit, il y a quelqu'un qui va le rendre jouable, c'est certain. Forcément, oui. Il est à l'échelle, il manque juste quelqu'un qui va... Puis il y a une occasion manquée, je trouve, de Nintendo et Lego. Surtout, oui, absolument. Il y a un beau partenariat de faire quelque chose de propre, officiel, et écoute, les créateurs vont se régaler avec ça. J'espère qu'il y aura pas de suite. On dit ça de même. Là, ça serait dommage. Ouais.
À moins qu'ils avaient pensé à une version 2 qui aurait la mécanique fonctionnelle, mais ça serait très à suivre. Je vais retourner dans une petite nouvelle d'industrie parce qu'il y a une nouvelle cette semaine et je vais vous la présenter d'une façon plus digeste pour nous, le grand public et les amateurs de jeux. Montréal est en train de devenir la capitale mondiale du jeu RPG, du jeu de rôle et de Dungeons and Dragons. Voilà. Les jeux de rôle. C'est pas les jeux de rôle. Les jeux de rôle, oui. Parce que les jeux de rôle, il y en a partout, mais Candy Crush et tout ça, je sais pas s'ils sont considérés de drôle, ils sont certainement ludiques plus qu'autre chose. Mais ça, c'est pas ça. Anecdote réelle, dans une salle de rédaction, on parlait de jeux de rôle, puis quelqu'un dit « Ouais, mais pourquoi c'est drôle? C'est pas si drôle que ça. » La personne n'avait vraiment pas compris que c'est un jeu de rôle. Oh! Anecdote réelle. Alors, voilà. C'est pour ça que je spécifie un jeu de rôle où tu joues un rôle, pas un jeu Alors, de dans rôle. Ce cas-ci, l'annonce qui était très sérieuse par ailleurs, mais qui était quand même le fun, c'est une annonce qui se fait dans le sourire, avec le sourire, dans la bonne humeur. Vous savez, le géant Hasbro, géant du jouet, détient la licence d'exploitation de Dungeons and Dragons et ils ont une filiale, ils ont racheté un studio de Seattle, si je me trompe pas, qui s'appelle Wizards of the Coast, il y a un petit bout de temps. Wizards of the Coast, donc, qui avait la mission de développer du contenu vidéo ludique basé sur Dungeons and Dragons. Et donc, ils ont annoncé cette semaine que pour gérer les différentes licences qu'ils veulent accorder pour créer du contenu autour de Dungeons and Dragons, le studio, le hub de tout ça va être à Montréal et va s'appeler Wizards of the Coast, tout simplement. Wow. Montréal. Ce sont 200 nouveaux emplois qui sont créés là, aujourd'hui, il y a 3 jours en fait. À partir d'il y a 3 jours, on veut embaucher, pré-embaucher. Il n'y a pas encore d'endroit physique concrètement rénové et peinturé et ameubler pour ça, mais on veut, d'ici l'été prochain, l'été 2026, donc trouver un espace physique pour ces gens-là, mais déjà commencer à embaucher des gens qui vont appuyer la création, des gens, des programmeurs, des gens plus techniques, des gens plus services, qui vont appuyer la création de ces licences-là ailleurs. Et je dirais probablement aussi de la porte d'à côté, parce qu'il y a, en 2021, il y a 3-4 ans, Hasbro et Wizards of the Coast ont créé un studio à Montréal qui s'appelle Invoke Studio, qui travaille déjà sur sa propre licence de Donjons et Dragons, donc un jeu de mémoire, c'est un first person, je sais plus comment on dit ça en français, là, un jeu à la première personne qui va se passer dans les environnements de RPG, de Dungeons et Dragons et qui devrait sortir dans les prochains mois. Je sais pas prochains mois, c'est quoi l'échéance, là? Je veux dire peut-être dans les prochains 24 mois, donc ça nous laisse un peu de jeu. Je voyais une rumeur, et on m'a dit que c'était pas ça, mais je voyais une rumeur que ça allait être quelque part en 2025. Là, clairement, l'année achève et ce serait pas le cas, donc peut-être 2026, mais il y a quelque chose qui s'en vient de ce côté-là. Mais c'est un autre studio. C'est vraiment, il va y avoir 2 entités séparées associées à Wizards of the Coast à Montréal. Il y a à Montréal Gameloft qui développe une version, je pense que c'est son premier jeu pour PC basé sur l'univers de Donjons et Dragons. Il y a Invoke Studio qui fait son jeu aussi. Et il y a notre ami Stéphane Dastou, qui est un entrepreneur de jeux vidéo depuis toujours, qui a lancé il y a quelques mois son propre studio, en fait, qui dirige un studio d'une entreprise américaine qui s'appelle IWOT, I-W-O-T. WOT pour Wheel of Time, La Roue du Temps, qui est une série de bouquins d'un auteur américain qui s'appelle Robert Jordan, qui est essentiellement un croisement entre Donjons et Dragons, Seigneur des Anneaux et tous ces environnements fantastiques-là, mais qui est son propre environnement fantastique. Et il y a une série sur Amazon Prime Video, d'ailleurs, qui a été annulée là, il y a quelques mois aussi. Et lui est là à Montréal pour développer son propre environnement de RPG, de jeux de rôle immersif. Et là, ça mène inévitablement à la conclusion que Montréal est l'épicentre du jeu RPG, du jeu de rôle de plus en plus. Ce qui m'apparaît comme une excellente nouvelle. Je sais pas, c'est le fun, c'est intéressant. Il y a aussi, on me disait chez Wizards of the Coast, je parlais au dirigeant, à la personne qui est responsable du studio, qui s'appelle Dan Ayoub, un entrepreneur canadien qui parle très bien français, donc c'est le fun d'avoir une conversation comme ça. Ils vont aider donc les autres studios. Il y a Giant Skull qui développe sa propre licence ailleurs dans le monde, là, sur D&D. Et il y a, j'ai oublié leur nom, je pense que c'est Resolution Games qui font des jeux pour réalité virtuelle, pour le Quest 3 de méta entre autres, et pour le Apple Vision Pro aussi, qui avait déjà un jeu de RPG sur table virtuelle qui s'appelait Demeo. Ils ont annoncé qu'ils vont lancer là, bientôt, probablement d'ici Noël, je pense. Ça vérifier. Leur propre jeu de Donjons et Dragons en réalité virtuelle. Et ils vont apparemment discuter avec eux parce que la licence va être gérée de Montréal aussi. Bref, la ville de Montréal, tentaculaire dans le monde de Donjons et Dragons. Ça, on est vraiment le DM, hein, le Dungeon Master de l'environnement vidéoludique lié à cette licence. Non, mais ça, j'ai placé mon gag. Salon de jeux vidéo, salon les salons
de costumes. Mais il y a du cosplay aussi, ouais. Exactement, ça va sûrement être... un D&D Con à Montréal, ce serait quelque chose. Ce serait très, très cool. C'est des grosses conventions, hein. C'est des grosses conventions. Écoute, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, plus qu'on pense, oui. Exactement. Nouveau système Vega OS. Pour ces appareils Amazon, ceux qui ont des petits Fire TV Stick ou des télés qui ont le système d'exploitation Fire OS d'Amazon. La question, encore une fois, c'est quels appareils vont avoir la mise à jour vers Vega OS, un nouveau système qui a été dévoilé par Amazon, qui est basé sur Linux, pas sur Android. Pour toutes sortes de raisons, probablement commerciales. Amazon se détache de Google. On ne sait pas trop pourquoi. Ça serait plus réactif, parce que c'est Linux. Hein, dès qu'on parle de Linux, on parle du super-héros des systèmes d'exploitation qui va être plus réactif, moins gourmand en ressources. Ça roulerait avec moins d'1 gigaoctet de mémoire vive, alors que les modèles précédents de Fire TV Stick ont 2 gigaoctets. Et ils vieillissaient vite, les Fire TV, on s'entend. Là. C'était rapidement... Normalement, tu te dis, 2 gigs, au prix que ça coûte, tu vas pas. Mais je pense qu'Amazon est assez futé pour dire si on peut rogner quelques sous sur la mémoire vive pour chaque appareil vendu, on va faire plus d'argent. Et là, le truc qui est vraiment flyé là-dessus, c'est que comme on a le nouveau système Fire OS, tous les développeurs n'ont pas nécessairement le temps de faire passer leur application au nouveau système. Voilà. Ils vont tout simplement, temporairement, émuler dans les nuages les applications. Ça peut juste bien aller, ça. Ça peut juste bien aller, un peu comme les jeux vidéo en ligne, les trucs comme ça. Ça va aller chercher dans les nuages l'émulation des applications qui sont pas encore en version native pour Vega OS. Ça va être d'abord, et là c'est très drôle, sur le Fire TV Stick 4K Select. Oh mon Dieu. Répète ça encore lentement mais sûrement. Ah oui, je me suis procuré le Fire TV Stick 4K Select. Et je suis abonné à l'édition Select Ultra Pro Premium. Exactement, les nouvelles enceintes Echo qui vont avoir ce système d'exploitation-là. J'ai très hâte de les essayer. Si ça réagit mieux, ça fonctionne mieux. Puis j'imagine qu'évidemment, ça laisse la place à l'intelligence artificielle. Oui, je vais dire deux choses. Probablement que la migration vers Linux est motivée par le fait de vouloir de se détacher d'Android dans laquelle Google pousse tellement fort pour Gemini. Les nouvelles enceintes Echo qui ont été présentées cette semaine ressemblent un petit peu à une version très, très réduite de l'étoile noire dans Star Wars, dans la guerre des étoiles. Donc ça, c'est assez cocasse, mais j'ai hâte de voir la suite parce qu'il y a des nouveaux produits qui s'en viennent du côté d'Echo et des outils. Justement, parce que Amazon a pris du retard, mais ils veulent lancer leur fameuse IA générative intégrée à Alexa. Parce que ça commence à presser pour eux. Et on dit, c'est ça le truc, ça va faire la même chose que ce qu'on disait tantôt avec Google Home, mais en plus, on va pouvoir demander à Alexa, « Hey, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? » Et là, elle va puiser dans les nombreux appareils connectés que vous avez, l'information qu'elle a captée sur leur environnement. Et plus que ça, supposons que vous voyez quelqu'un passer dans votre caméra de sonnette, votre porte d'entrée, qui part avec votre colis, qui était là parce qu'il a été déposé. Vous allez pouvoir demander à votre Alexa personnalisée, retrace cette personne. Et là, elle va puiser dans l'information vidéo des autres sonnettes Alexa connectées du quartier pour retrouver. Si vous perdez votre chat, vous cherchez votre enfant. J'ai des questions, parce que ça, c'est weird. Mais on promet que ça va permettre d'aller chercher de façon, évidemment, bien sûr, respectueuse de la vie privée de tout le monde, l'information ailleurs que dans votre propre famille de gadgets. Et là, ça, c'est un autre niveau de discussion qu'il faut avoir. C'est comme votre propre petite police de quartier privée, genre. Les gens de Westmount doivent jubiler. Mais pour le reste, il y a des questions à poser. Excuse-moi, c'était une autre parenthèse vie privée. T'es en feu aujourd'hui? On va parler une grosse semaine. T'as de l'air tendu. C'est peut-être ça. Peut-être que je suis hyper tendu, allez savoir. Mais on en a parlé, parce qu'on va parler de l'Apple Watch. On en a parlé il y a quelques semaines, on a fait la critique des produits. C'est une des nouveautés de l'Apple Watch série 11, qui est la plus récente version de la montre d'Apple. On dit, oui, on peut enfin faire le suivi de votre pression artérielle et vous dire si vous souffrez peut-être, possiblement, éventuellement d'hypertension. Et ça a marché aux États-Unis. Ça a été approuvé là-bas par je pense que c'est la FDA, mais je suis pas sûr. Mais bref, ça vient d'être approuvé là, par Santé Canada chez nous. Donc, ça va être fonctionnel chez nous bientôt. Il va y avoir une mise à jour logicielle là, qui devrait s'en venir dans les prochains jours. J'ai tendance à dire d'ici quelque part en octobre. C'est un système, je le dis, de notification, pas de diagnostic. Donc, c'est pas un outil, c'est pas un appareil médical comme aller chez le médecin puis vous faire gonfler l'espèce de ballon sur le bras. Là. C'est plutôt un outil d'avertissement. Je pense que c'est sur 30 jours, on surveille la dilatation des vaisseaux sanguins par rapport au rythme cardiaque. Il y a une espèce de système comme ça qui est intégré à la montre et qui fait un calcul et qui dit, si jamais elle trouve que ça ressemble à quelque chose comme de l'hypertension, va vous dire, hey,
peut-être que vous voulez aller voir le docteur. Ne pas vous garrocher chez le médecin, sauf si vous avez cette information-là qui va vous générer et qui va vous l'envoyer, je pense, par courriel, un rapport en PDF de toute l'analyse dans le temps qui a été faite par la montre. Ça se fait à travers l'application santé sur l'iPhone. Là. C'est pas juste la montre qui fait ça tout seul. Et on a bien, parce que ça a été présenté par Apple à l'époque avec des docteurs, des gens avec des doctorats qui étaient assis autour de la table qui nous parlaient de ça, parce que ça a été fait à travers des études avec des vrais patients dans des vraies situations cliniques et tout pour éviter les faux positifs. Et la crainte, c'est les faux positifs, parce que quand votre montre vous alerte, hey, vous êtes peut-être en train de mourir, plein de gens se ruent chez le docteur et les docteurs n'aiment pas trop ça. Parce qu'il faut qu'ils travaillent. Ça, c'est embêtant. Fait que là, ce qu'on dit, c'est que non, attendez l'alerte, attendez le rapport, et là, allez prendre rendez-vous. C'est pas une urgence immédiate, là, garochez-vous pas à l'urgence, mais prenez rendez-vous avec votre médecin de famille et rentrez dans le mécanisme, puis le médecin pourra ensuite faire ses vrais examens, ses vrais tests, et peut-être déterminer si oui ou non c'est un problème. L'affaire avec l'hypertension, c'est que ça se détecte pas comme ça dans le vent, au quotidien, dans les airs. Il faut vraiment avoir un outil qui fait le suivi. Donc, on dit qu'on peut sauver, dès la première année, avec cette fonction-là, 1 million de vies chez Apple. Parce qu'on dit, il y a tellement de gens qui souffrent d'hypertension qu'ils le savent pas que juste là, avec le nombre d'Apple Watch qu'on va vendre, on peut vous dire, il y a au moins 1 million de personnes qui vont être comme, oh, hey, t'as peut-être de l'hypertension, et ça devrait aider beaucoup la santé des gens. Bon, allez, voilà. Au niveau strictement commercial, ça aide à l'Apple Watch de distinguer des concurrentes parce que c'est d'un coup, ça devient un instrument médical. Oui. Donc, on dit, enfin, on a une certification, c'est un appareil qui n'est pas juste un gadget pour vos notifications, c'est aussi un outil médical. Et ils n'ont pas tort parce que ça fait un bon suivi. Et c'est certainement approuvé par Santé Canada, donc c'est meilleur que ce que peut vous présenter la première montre chinoise que vous croiserez à 49$ sur Internet. Donc, ça justifie un peu plus la surprime pour cette montre que j'aime beaucoup par ailleurs et qui, là, tout d'un coup, va pouvoir me dire peut-être que c'est ça mon problème, peut-être que je souffre d'hypertension. À suivre. S'il n'y a plus de balado dans 1 mois, c'est parce que c'est ça. Je suis chez le médecin. C'est encore là. Dans 30 jours. Oui. Mais ce qui m'embête là-dedans, c'est le fait que ce soit, encore une fois, un cheval de Troie pour rentrer dans l'écosystème Apple et rester dans l'écosystème Apple. Ben oui, c'est sûr qu'il y a une logique commerciale derrière. Si Apple était si bienveillant que ça, il ouvrirait son appareil aux autres écosystèmes, mais non. C'était mon petit point éditorial. L'interopérabilité. Je l'ai dit à la radio et j'ai cafouillé, mais je l'ai dit quand même. C'est ça la clé et c'est donc négligé, effectivement. Et c'est ça. Navigateur web basé sur l'IA Comet est maintenant gratuit. J'ai oublié de dire Comet. Parce que dans mes notes, je ne l'ai pas mis. Alors, j'ai juste mis ma note. Voilà. Si vous êtes intéressé par les navigateurs web qui utilisent l'intelligence artificielle pour trouver des réponses, j'ai été assez surpris. J'ai demandé, trouve-moi les articles sur un sujet dans Reddit. Il a fouillé dans Reddit et il m'a trouvé des discussions récentes dans les dernières 24 heures. Je lui avais demandé dans les dernières 24 heures. Ça l'a fait. La question, c'est, j'ai attendu pour avoir la réponse. Et là, je me dis, probablement que j'avais été sur Reddit, probablement que j'avais fait la recherche que je veux et j'aurais peut-être eu plus rapidement, sans peut-être moins utiliser de processeurs puis de centres de serveurs et tout ça, sans donner mes informations personnelles à l'intelligence artificielle. Ce qui est pas pire, c'est que le navigateur web Comet est maintenant gratuit pour tout le monde. Avant, c'était avec une réservation, fallait payer. Est-ce que c'est Perplexity qui l'a créé, ce navigateur? C'est Perplexity qui est derrière, donc c'est l'intelligence artificielle Perplexity. Il n'y a pas que ChatGPT. Le truc que j'ai remarqué en allant sur le site, c'est qu'il y a 12 mois gratuits de Perplexity Pro qui sont offerts aux étudiants canadiens. Il faut, évidemment... Je suis juste pas étudiant, c'est dommage. C'est ça, mais si vous avez un étudiant dans la maison qui a besoin peut-être d'intelligence artificielle pour simplifier ses devoirs, pour étudier, pour améliorer... Pour agrémenter la présentation de ses travaux. Agrémenter ses présentations, générer des images et compagnie, ça peut valoir la peine. Donc, je lance la piste. Je l'ai proposé à un étudiant de mon entourage qui était très reconnaissant de pouvoir avoir ça. Encore une fois, c'est gratuit, mais quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Fait que les demandes que vous allez faire, les requêtes vont certainement être analysées. Et la tendance des navigateurs qui intègrent l'intelligence artificielle plutôt que... Puis, encore une fois, quand tu as l'habitude d'aller sur un site puis à un autre, tu as une petite routine, mais la plupart des gens, je pense, qui sont habitués à un flux d'informations.
Avec TikTok et compagnie, la jeune génération ne cherche plus. Ils se font gaver de contenu un après l'autre et ils font dérouler jusqu'à temps qu'ils aient les yeux rouges et qu'ils se sentent plus bien. Il y a Google qui intègre Gemini dans Chrome. Fait que ça c'est l'autre affaire qu'il y a de plus en plus. On va se faire. Il y a Microsoft Edge qui utilise Bing et Copilot. Copilot intégré dedans directement. Le Arc Browser. Qui n'a pas été retiré et qui est devenu d'autre chose. Il a été racheté. C'est Dia. Ce serait Dia là-dessus. Encore une fois, je l'ai pas. Encore une fois, c'est tous des browsers, tous des trucs qui arrivent, t'essaies, ça marche pas comme tu veux. Mais tout le monde essaie de se positionner. Puis il y a même Opera qui a lancé Neon, qui est $20 par mois. Fait qu'en ce moment, le navigateur Comet est gratuit. Profitez-en. Vos données vont servir de paiement. Si vous utilisez Opera avec Neon, c'est $20 par mois. Fait que moi, je prédis que d'ici peu, on va nous donner le goût, on va nous faire utiliser. Il y a du mouvement, Puis dans quelques années, on va apprendre que ça vaut la peine de payer pour son navigateur, pour plus de sécurité, moins de publicité, plus de contenu. J'espère qu'il va y avoir moins de publicité, de choses comme ça, parce que la promesse... C'est soit c'est gratuit avec la pub ou soit tu payes pas de pub. Et de plus en plus, c'est soit tu payes avec la pub ou tu payes pas puis t'as rien. Donc, clairement, on va en parler. L'inconvénient, c'est que de plus en plus, la pub est monopolisée par des sites générés par l'intelligence artificielle complètement bidon. Ça va me faire crinquer, Alain. Fait que tu me contiens. Je vais juste glisser une petite capsule là, avant que tu partes, parce que c'est ton tour de faire une petite capsule éditoriale. Je suis certain, je cumule un passif énorme dans ce créneau-là. Je sais pas si ça va devenir Écoute, je sais pas, on va en parler. Peut-être qu'on peut faire quelque chose à chaque semaine à une tasse de tech. Le chiffre de la semaine. Mais cette semaine, il y a un chiffre, il m'a marqué parce que c'est arrivé en même temps les deux nouvelles et c'est clairement le chiffre de la semaine, 500 milliards, qui est un chiffre en soi pas petit. Il y a deux choses qui sont arrivées en même temps, je pense que c'est mercredi ou peut-être jeudi. OpenAI a annoncé qu'ils avaient facilité la vente d'options d'actions de leurs employés, de ses employés, à des firmes d'investissement qu'on connaît plus ou moins chez nous, là, et qui donnaient une valeur à l'entreprise de 500 milliards de dollars américains. Parce que pourquoi pas? Une entreprise lourdement déficitaire, mais ça en fait quand même la start-up qui vaut le plus cher dans le monde. L'entreprise privée de pas trop vieille, mettons, parce que c'est plus vraiment une start-up, et qui vient de dépasser SpaceX, la compagnie spatiale d'Elon Musk. Ce qui nous mène à la deuxième partie de cette nouvelle. Cette semaine, pendant un instant, la valeur personnelle, la valeur des actifs d'Elon Musk a dépassé les 500 milliards de dollars américains. C'est une première. C'est la première fois qu'une personne unique dans le monde vaut aussi cher. C'est redescendu depuis, là, il est quelque part au-dessus des 485 milliards US en ce moment. Franchement, Elon aurait pu faire un effort. Juste 485 milliards. Ce qui explique ce boost de valeur, c'est que Musk a évidemment des parts dans Tesla, sa start-up xAI qui travaille sur Grok et SpaceX, dont on parlait il y a un instant. Et les trois étaient en hausse cette semaine. Et c'est pas les seuls. Là. Le mouvement, si vous voulez suivre ça, c'est très spéculatif, mais les entreprises associées à l'intelligence artificielle de ce temps-là sont stratosphériquement en train de grossir en termes de valeur. C'est fou. Et évidemment, Musk en profite. Il n'est pas le seul. Mais c'est le plus lucratif, le plus richissime des milliardaires qui est accroché à ça. Et ce qu'on dit, c'est que Musk est en route pour devenir la première personne dans le monde à valoir au-dessus d'un trillion en anglais. C'est 1 billion en français, c'est 1000 milliards essentiellement de valeur boursière en dollars américains. Il a d'ailleurs récemment, là, et ça refroidit les investisseurs à l'espace d'une seconde, il s'est patenté un plan de rétribution chez Tesla qui va lui accorder éventuellement justement ça, 1000 milliards de dollars. Ça n'a aucun bon sens. Je ne dirais que cela. Très stable psychologiquement, quelqu'un qui... Écoute, ça pourrait être le plus grand génie de la planète. Oui. Les gens de Tesla qui travaillent dans les usines, qui vont bientôt être remplacés par des robots, ils n'ont pas un salaire mirobolant au point où tu dis, il y a clairement juste comme 3 fois le salaire de l'employé moyen de Tesla. Ça n'a aucun bon sens. L'écart entre ce que ce gars-là il fait, même si c'est un génie là incroyable, c'est injustifié l'écart de richesse. C'est une autre conversation qu'on aura dans un balado financier un jour, mais c'est des chiffres mirobolants. Et je dirais tout ça est stimulé par une bulle dans l'intelligence artificielle qui a aucun fondement concret parce que ces entreprises-là ne font pas de revenus conséquents, ne sont pas profitables et ne le seront pas à long terme à moins d'un renversement incroyable de la tendance. Donc, le pari pris en ce moment par tous ces gens-là rapporte une poignée de jambes. Il y a bien du monde qui ont fini par payer le prix de cette enflure boursière. Je ne dirais que cela. Probablement que ça va être les dernières personnes qui ont investi. C'est ceux-là qui vont se faire brûler, ceux qui ont payé le plus cher, ceux qui ont payé quelques sous pour une part
il y a 20 ans, pas 20 ans, mais il y a quelques années. Puis là, il y a même 5 ans, décuplé, ça. Et là, poum, c'est eux qui ceux qui sont arrivés en dernier pour profiter de la dernière montée vont tout perdre. Mais si on a le malheur de dire des choses comme ça, on se fait accuser de rien y connaître par les gens qui sont investis. C'est comme le Bitcoin. Quand tu as le malheur de dire que le Bitcoin, c'est spéculatif, tu te fais dire « Oh, tu connais rien là-dedans ». Non, on connaît quelque chose, mais l'effet FOMO est vraiment gigantesque. Et essentiellement, c'est ça qui se passe en ce moment. Quand tu as une pyramide de Ponzi qui est pour la planète entière, avant, tu attrapais les gens de ton village, tu attrapais les gens de ta région, tu changeais de place, tu rattrapais les gens dans une ville, tu te faisais connaître. Tu pouvais pas faire ça éternellement, mais maintenant, quand tu as la planète en entier que tu peux insécuriser, il faut que tu réinvestisses, il faut que tu rajoutes. Je voyais que des montages financiers dans une pub Google qui me disait, là, il faut que tu donnes des bitcoins, puis là, parce que tu donnes des bitcoins, tu fais confiance. Donc, nous, on te récompense en te donnant plus de bitcoins, puis là, tu... OK, c'est tout à fait légitime, tout ça. C'est n'importe quoi, là. Je comprends qu'on fait ça avec les banques. Ouais, mais les banques, on leur donne de l'argent, puis... Ça marche pas comme ça avec des gens sur Internet qui se filment en gros plan puis qui disent « Je vais te dire comment, Alain, tu vas réussir dans la vie grâce au Bitcoin et la cryptocurrency. » Non. Et donne-moi d'abord $100. Oui, donne-moi d'abord $100. Voilà, c'est gratuit, tu vas voir, je vais te donner de la... Il tutoie. Moi, ça m'énerve. Ça, c'est générationnel. C'est très drôle parce que cette semaine, j'ai jasé avec Corben.info, un site, je le salue. Je sais pas s'il y a des gens qui écoutent ou qui connaissent le site Corben.info. Allez voir ça. Très sympathique. Et il utilise l'intelligence artificielle, il s'en cache pas pour générer des nouvelles rapidement. Il a travaillé sur l'intelligence artificielle pour éviter les redondances et tout ça. C'était très amusant de discuter avec lui là-dessus. Mais il a dit, l'intelligence artificielle pour travailler en tant que générateur de contenu, j'ai pas de problème avec ça. Du moment que c'est révisé par un humain. Du moment que c'est pas n'importe quoi de la désinformation qui est diffusée. Ça ressemble à ce que le journal Métro a annoncé là, cette semaine. Tu sais, c'est le retour du journal Métro, mais on dit ça, on va faire la nouvelle qu'avec l'intelligence artificielle, mais un humain derrière. Un humain derrière. Puis un humain, souvent, à moins que tu entraînes beaucoup ton intelligence artificielle, moi, je réécris beaucoup, là. J'ai parcouru aussi. Il chômera pas l'humain, non, je suis bien d'accord. Pas encore. Parce que plus on entraîne, plus on utilise, plus on entraîne le modèle, plus ça va nous revenir. Mais il y a une enquête du site Next.inc qui est sortie aujourd'hui ou hier, je crois, qui indique que 18% des médias et 33% des sites qui sont les plus recommandés sur Google News dans le secteur technologie sont générés par l'intelligence artificielle. 18% des médias sont des médias complètement bidons. Des sites, là, Banana News, News à 1742.fr, des trucs inventés de toutes pièces, des sites souvent qui sont réutilisés de sites qui ont été abandonnés, des sites d'entreprise, des sites qui sont pascalforget.com, j'oublie de renouveler mon truc, bam, quelqu'un bourre des trucs comme ça. Il parle de sites qui génèrent des dizaines de nouvelles par minute. Et on parle de trucs qui font peur, là. On parle de trucs, là, le cours du billet de 50 € ne sera plus, ne fonctionnera plus. Tout va exploser si vous faites pas ci. Des trucs extrêmement accrocheurs et tout qui sont générés à une vitesse folle. 33% des sites recommandés dans Google News Technologies sont générés par l'intelligence artificielle. Et ça me dégoûte, parce que c'est moins de place pour des médias légitimes, des gens qui génèrent des nouvelles, qui valident des gens, mon site où je me fends pour analyser, pour chercher, aller vérifier que c'est bien les nouvelles ici. Écoute, ça pourrait générer ces sites-là. On se dit, mais c'est pas trop grave. Non, ça générait entre 100 et 150 000 € de revenus par mois. Fait qu'on parle de 150 000 à 200 quelques mille dollars. Sur la plateforme publicitaire de Google aussi, j'imagine. Oui, parce qu'eux autres, ils ont des publicités. C'est des sites qui sont bourrés de publicités Google Ads. Encore une fois, c'est des revenus que les médias légitimes n'ont pas. Alors que, et ça, c'est l'affaire qui me dépasse le plus, Google, c'est supposément récompense l'expertise, l'expérience, l'autorité et la fiabilité des nouvelles. Alors, comment se fait-il que des sites générés qui génèrent autant de contenu aussi rapidement, qui génèrent du contenu, mais
grossier avec des publicités. Écoute, il y avait un truc, là, c'était des requins qui pullulaient grâce au réchauffement climatique et que les plages étaient devenues dangereuses. Puis il y avait des images avec des requins qui surveillaient des enfants sur une plage. Je me disais, qu'est-ce que c'est ça? Toutes des faussetés. Et ça, c'est des sites qui étaient recommandés par Google, qui sont un peu dégueulasses. Et je pense que le côté expérience, le fait qu'ils recyclent des vieux sites, c'est peut-être le petit truc qu'ils font que dans leur référence. Ils sont déjà enregistrés dans le moteur, dans l'outil d'analyse de l'algorithme. C'est pas un vieux site. Mais tu sais, des trucs comme... ça fait longtemps qu'on n'a plus des publicités de Viagra dans notre courriel. Moi, ça fait longtemps, à un moment donné, ça pullulait. Tu en avais 10, 15, 20 par jour. À un moment donné, ils ont détecté les variantes du mot comme ça, tous les trucs à contenu sexuel. Sur les réseaux sociaux, étrangement, je reçois 10 demandes par jour de jeunes filles célibataires, compte créé la veille. « Allô, j'aimerais être ton ami, je veux te connaître, comment vas-tu? » Je dis... Puis là, tu te rends compte que sur les réseaux, les sites de recherche, tu as autant de contenu bidon qui n'est pas détecté, qui a pas, avec l'intelligence artificielle, avec tout ça, qui font pas... C'est louche qu'un site publie 10 nouvelles par minute. Puis que ce soit pas éliminé très rapidement. Même 5 nouvelles par jour pour un site, pour un influenceur d'actualité quelconque, c'est border impossible. Il faut vraiment utiliser des bons outils qui font la job à ta place, sinon... Exactement. Puis encore une fois, l'assistance avec l'intelligence artificielle aide beaucoup. Lisez mon entrevue sur corben.info, c'est assez amusant son point de vue là-dessus. Il y a des conversations à y avoir. Il y a des conversations à avoir là-dessus. Il y a Next.inc. Encore une fois, Next.inc, c'est un site que j'ai découvert qui parle beaucoup justement d'informations. Inc avec un K. Avec un K. Vous pouvez... Oui, Inc comme encre en anglais. Ils ont une extension qui bloque, qui vous signale quand vous êtes sur un site de faux contenu. C'est quelque chose que je vous suggère d'installer sur l'ordinateur de quelqu'un que vous connaissez, qui est moins à l'aise avec la technologie. Je dis pas quelqu'un qui est nono, je dis pas quelqu'un qui est pas futé, juste quelqu'un qui est moins à l'aise. Tu cliques là-dessus, ça va te faire une petite alerte qui va dire « Hey, ce site-là est pas très fiable et génère du contenu caca. » Et ça va t'éviter de peut-être faire tomber des gens dans des arnaques ou qui... j'aime pas ça. Quand ça partage des trucs grossiers, farfelus et... Oh là là, il y en a temps de prendre un autre café. La magie de l'Internet. Écoute, on va prendre un autre café, on va prendre une pause. Et si vous vous rendez jusqu'ici dans le balado et que vous voulez m'écrire là-dessus, je pense que si on n'était pas associé à Cogeco, qui est un grand groupe média, donc qui a comme des assises solides, la deuxième partie de notre balado pourrait devenir comme le bonus de Patreon. Et là, on pourrait avoir enfin un modèle d'affaires Patreon auto-financé par les gens qui nous écoutent. Je lance ça comme ça. Est-ce que vous seriez prêts à ce qu'on découpe le balado comme on le fait déjà en 2 morceaux et que la deuxième partie devienne le bonus pour ceux qui veulent nous financer pour faire une balado qui est déjà très neutre et objective, mais qui le sera encore davantage. Je peux pas être plus neutre et objectif que ça. C'est pas vrai, je fais des éditos sans bon sens, mais on n'est pas vendu. On fait pas dans le clickbait. Bref, si vous voyez ce que je veux dire et vous comprenez ce que j'essaie d'avancer, écrivez-nous, dites-nous ce que vous en pensez, on est preneurs pour les opinions. Mais bref, tout ça pour dire qu'on va réchauffer notre café, que celui de Pascal il était déjà très chaud grâce à sa tasse Amber. Le mien, il est froid sans bon sens, donc je vais faire une petite pause juste pour ça et on revient avec nos produits de la semaine. Restez avec nous à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. Écoute, il a fallu partir plus tôt l'enregistrement du segment parce que Pascal était en train de me convaincre d'acheter sa cafetière. J'ai dit, c'est aussi bien de l'enregistrer parce que c'est ça qu'on fait. On vous parle des produits qu'on essaye. Donc, go, Pascal. De quoi nous parles-tu cette semaine? Oui, je te parle comme si je venais pas de voler le punch. Le Pizza Presso de Wacaco. Il y a des années, j'avais essayé la première cafetière qui permettait de faire un espresso portable qui fonctionnait avec de l'eau chaude. Il fallait avoir de l'eau chaude qu'on mettait dans un réservoir, on pompait, ça donnait un espresso qui marchait bien. Wacaco a lancé la Pizza Presso. Ceux qui nous regardent sur YouTube, je la montre en ce moment. Je vais te permettre
vais me permettre une parenthèse. J'ai pour le camping, là, un press, je sais pas ce qu'on en français, là, mais un pressoir espresso manuel pour un seul espresso de la fois. Et c'est de la marque Wakako que j'ai acheté, je pense, à l'accordé et qui fonctionne très bien. Donc, c'est une marque qui est quand même une bonne marque, là. Oui, et là, Pixapresso, permet de chauffer l'eau. Tu as un réservoir en haut, tu peux mettre jusqu'à 120 millilitres d'eau. Tu fais chauffer l'eau, tu peux utiliser des capsules Nespresso. 2 espressos, là. Ouais. Écoute, c'est un allongé. C'est fait pour faire pas de petites buses qui permettent d'avoir 2 cafés à la fois. Tu fais un café plus long parce que... Non, mais c'est l'équivalent de 2 espressos. C'est 50 à 55 millilitres un espresso. Espresso, exactement. Fait que tu peux en faire un si tu veux, mais tu peux mettre jusqu'à 120 millilitres. Moi, je le dis parce que je suis très allongé. Si jamais tu es en plein air, il fait froid, tu as peut-être un peu plus de liquide chaud que d'autres. Ce qui est bien, c'est que tu appuies sur le bouton, tu démarres ta préparation de café et pop, un espresso sort en bas. Tu peux utiliser. Est-ce que ça chauffe? J'ai manqué le bout. Tu me dis, il chauffe l'eau tout seul ou? Il chauffe l'eau tout seul. Tu as une pile intégrée dedans. Non, c'est vraiment génial. C'est très compact. Et là, je voulais en faire un, mais j'ai plus de capsule et j'ai plus de café moulu. Comme ça. Ça permet de faire 2 cafés de 120 millilitres à peu près. Au moins 2, peut-être un 3e. Tu peux faire quelque chose comme jusqu'à 8 cafés courts. Jusqu'à 8. Et tu peux aussi utiliser, si tu veux, de l'eau chaude pour augmenter ta capacité, faire plus de café. Fait que si jamais est-ce que tu peux brancher ça à un petit capteur solaire de camping et tu as comme un power, une puissance, une capacité éternelle à faire des espressos? C'est ça. Ça prend 2 heures et demie environ pour la recharge de la cafetière. Très, très, très surprenant. Tu as un adaptateur pour les capsules Nespresso. Ça dépend en camping, c'est pratique, c'est facile. Relance-moi pas là-dessus. Je te lance pas là-dessus, mais je le dis quand même, ça peut toujours être pratique, mais tu peux aussi utiliser du café filtre. Fait que ça, c'est l'affaire qui est cool, tu as un petit accessoire. Et ça, c'est le côté que j'ai trouvé rigolo, c'est que tu peux, dans la cafetière, ranger tes accessoires. Donc, tu peux, si tu veux, dans la cafetière, tu as même un petit verre inclus que tu mets ton accessoire dedans, ton porte-filtre, que tu glisses dans le réservoir. C'est super bien pensé, mais tu peux juste le faire pour le mode café-filtre ou pour celui avec des capsules. Fait que si tu vas en camping, tu dis, je vais faire un peu des deux, il faut que tu apportes dans un sac à part ton module. L'autre machin. Ou que tu laisses ton adaptateur, ton porte-filtre ici et que tu mettes tes autres accessoires dans le réservoir. C'est drôle parce que tu as un petit verre pour les espressos courts, un grand verre pour les allongés. Tu peux glisser ça dedans et ça protège ton appareil. Super bien pensé. Sérieusement, c'est assez astucieux. Il n'y a pas grand-chose qui branle. Écoute, j'en veux un, c'est pas mal là. Ouais. C'est vraiment génial, très compact. Ça protège ton appareil avec le verre. Le seul truc que j'ai, encore une fois, constaté, c'est que le verre aurait pu être en métal. Ça aurait été plus premium. Ouais, bon point. Ouais, mais encore une fois... Mais ça vient chaud vite, hein? Ça la chaleur à travers le métal, des fois. C'est ça. Oui, mais tu sais, du café en plastique, dans un verre en plastique, en verre, ça aurait été fragile. Je me dis peut-être en métal, ça aurait été plus... Je sais pas. Il y a peut-être moyen de faire une version comme ça. Mais c'est pas un gros reproche. C'est un appareil qui coûte 220 $. Pas donné. Mais tu peux t'en servir. Tu sors ça. Imagine, là, t'es sur une date en plein air, là. Tu sors, tu fais un petit espresso, poup. Tu peux... gagner le cœur de ta douce moitié. Tu peux te réchauffer le cœur. Si tu as envie d'un café, tu mets ça dans ton sac aussi. En expédition. Tu es sur la route, en déplacement, tu as besoin d'un petit café. Je trouve que ça se rentabilise vite. Là. Si tu as tendance à faire des détours au Tim pour avoir des cafés brunâtres ou au Starbucks, tu fais la file, tu attends, ça te coûte 5 $ ou 3,5 $ pour un café. Tu prends ton Pixapresso, tu le charges dans ton adaptateur de voiture. Tu as un bel espresso rapide, efficace. Ça prend environ 3 minutes de faire un espresso court et tu as un mode automatique, tu as un mode manuel et tu as 3 niveaux de température. Tu peux mettre plus ou moins de mouture, entre 8 et 16 grammes de mouture environ. Tu peux taper ça comme tu veux. Sérieusement, très polyvalent, très cool. Et ça le fait, hein? Ça fait vraiment un café avec l'agrément. Comme je te dis, j'aurais aimé ça en faire un live, mais... Je me suis emporté. J'ai tout fini mes capsules, puis j'ai plus de café. Écoute, on va demander à Wakako s'ils veulent commanditer une tasse de tech. Il y a tellement un fit naturel. Oui. C'est la technologie. Oui. C'est du café. C'est tout en même temps. Oui. Très bel appareil. Très le fun. Il y a un petit étui de rangement si vous voulez. En tout cas,
très enthousiaste. Ça fait infomercial, j'aime pas ça. Mais quand tu as un produit que tu te dis, tu as un doute. Il y a une combinaison d'éléments. Là. Premièrement, la marque est pas très bien connue du grand public et je peux vous dire, c'est une bonne marque dans ce qu'ils font. Est un gadget qui m'apparaît intéressant. Ça reste un gadget, bien sûr, quand même assez cher. Oui. Mais c'est rare que je suis emballé et là, tu vois, tu m'en parles puis j'en veux un. Fait que là, il y a clairement un besoin là qui existe dans le monde et ça apporte une forme de réponse. Peut-être pas la réponse la plus sophistiquée, mais quand même. Oui, pour te dire comment ça fait un beau travail, il y avait James Hoffman, l'expert en café sur YouTube, qui teste les machines, qui avait testé une version précédente de cette machine-là, qui n'avait pas de réglage de température. Et celle-ci en a une. Si on veut expérimenter, on a dans les réglages avancés de la machine la possibilité de faire de la pré-infusion et de choisir la température de l'eau. Tu as 3 réglages de température d'eau. Je pense qu'ils ont répondu aux commentaires de James Hoffman et puis d'avoir une solution aussi bien pensée, aussi compacte. Tu déploies avec le verre qui protège, un petit verre à l'intérieur pour des petites portions. C'est très bien fait, très joli. Écoute, je vais vendre un bitcoin et je vais de ce pas en acheter 1000. Au cours du bitcoin, il ne vend pas un bitcoin, il vend une fraction d'une fraction. Oui, c'est ça. Une fraction de bitcoin, c'est pas si cher que ça, 220 $ pour un appareil comme ça. Je trouve. Écoute, une machine à café coûte 1000$, donc clairement, il y a du jeu. Là. Une machine à café que tu branches dans le mur. Ça, si tu es en déplacement, si tu fais ton lunch, s'il y a une longue file pour la machine à café ou le café n'est pas bon au bureau, tu as une totale indépendance. Et puis, si vous aimez la machine à café pour le café, non pas pour le fait que tout le monde est autour pour parler pendant 1 heure, vous faites ça à votre poste de travail, personne ne vous achète. Pour les introvertis, donc. C'est ça, mais juste ceux qui vont en plein air, tu t'en vas, tu peux, c'est sûr, garder un café dans ton thermos. Mais là, tu le fais fraîchement, tu as un petit rituel pour faire ton café où que tu sois. C'est littéralement une pause café faite en objet physique. Là. Et puis, tu as un espresso avec la créma et tout, fait une belle job, puis tu peux ajuster ta mouture, tapoter, tu peux vraiment te gâter. J'ai aimé ça. Bon, écoute... Ça paraît. Merci, Pascal. De mon côté, je vais vous faire un banc d'essai. Comparatif, un face-à-face, un duel, un match-up. J'ai plein d'arguments et plein de synonymes. J'ai 2 bidules. Le premier, ça s'appelle le Commuter, qu'une compagnie qui s'appelle Artronic Design vient de lancer, juste pour toi, Pascal, sur Kickstarter. Je rassure tout le monde, j'en ai un puis ils existent parce que c'est des humains qui m'ont répondu. Donc, c'est un vrai projet sur Kickstarter qui va arriver pour vrai parce que j'ai déjà le bidule dans mes mains. Et l'autre, ce sont les Power Beats Fit de Beats by Dre. Dre étant bien sûr le musicien bien connu. Beats étant la marque je veux dire, c'est la marque d'écouteurs sans fil qui est un peu l'entrée de gamme chez Apple maintenant, parce que ça appartient à Apple depuis quelques années. Et je voulais, c'était pas le but initialement de comparer les deux, mais ça donne que les deux sont arrivés chez nous à peu près en même temps. Donc, ce sont des écouteurs Bluetooth. Je vais commencer par les Beats parce que ça risque d'être ceux qui vont être les plus populaires, n'est-ce pas? On réorganise les produits beaucoup chez Beats. Là, il y a eu un petit bout de temps où ils étaient dans le vide, où on savait pas trop où ils s'en allaient. Et là, ils ont clairement une vision du futur pour eux. Et ils se présentent comme une marque d'écouteurs actifs, relativement d'entrée de gamme, pas nécessairement abordable, mais quand même plus accessible que ce qui est chez les AirPods, chez Apple. Et dans le cas des Power Beats Fit, ça remplace les Beats, il y a les Pro Fit. En tout cas, il y a comme un autre nom avant, et là, c'était mêlant. Je suis moi-même mêlé, j'arrive pas à me rappeler du nom de la version précédente, mais là, on lance cette version-là qui coûte 250 $. Ce qui est moyennement pas cher, mais moyennement cher aussi. Et ce sont donc c'est une version simplifiée des Power Beats Pro, qui elle a été lancée, cette gamme-là, en février. Donc, vous voyez déjà, si vous nous regardez en vidéo, c'est un appareil qui est pas mal plus petit, incluant le boîtier, que les Pro. Et les Fit, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des écouteurs conçus pour les gens actifs. Donc, quand tu cours, puis tu veux des écouteurs qui tombent pas, et ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on a créé une ailette en espèce de caoutchouc mou qui s'accroche dans... J'oublie toujours le nom de cette partie-là de l'oreille, mais il y a un repli là, juste au-dessus du conduit auditif. Ça se squeeze, comme on dit en termes techniques, juste là, et ça tient vraiment bien quand vous courez. Moi, je cours beaucoup en sentier et les écouteurs Bluetooth, peu importe la marque, quand ils ont une embout à caoutchouc, ça finit par créer de la moteur et ça glisse et ça tombe. Et quand on court dans le bois, quand tu perds un écouteur, c'est pas super facile à retrouver. Donc ceux-là font très bien le travail de tenir dans l'oreille, ce qui est un gros avantage. Ce sont des écouteurs certifiés IPX4, donc pour la sueur et l'eau sont à l'épreuve. Il y a une annulation active du bruit.
Il y a un mode transparence et il y a aussi de l'audio spatial avec suivi du mouvement de la tête, parce que ça, c'est le nouveau standard dans tous les produits Apple, entre autres, ils ne sont pas les seuls, grâce à une puce, la puce H1 qu'Apple intégrait à ses AirPods Pro de génération précédente. Chez Apple, on est rendu à la puce H2, je crois, et les Powerbeats Pro aussi ont la puce H2 qui ajoute la capacité d'avoir un cardiomètre intégré à l'écouteur pour suivre votre rythme cardiaque à même vos oreilles. Vous aurez compris que les Powerbeats Fit n'ont pas ce cardiomètre lecteur de rythme cardiaque-là intégré. C'est voulu, on veut juste des écouteurs. On dit qu'ils ont une autonomie de 7 heures avec l'annulation du bruit, 30 heures avec la recharge dans le boîtier, ce qui est pas mal dans la moyenne de ces genres d'écouteurs-là ces jours-ci. Je vais dire ceci, j'avais été déçu par la qualité sonore des Powerbeats Pro. Manquait de punch, manquait de oomph. Le spectre, c'est hyper neutre, à la limite fade. Et là, on a vraiment... et je sais pas si c'est peut-être moi qui a mal configuré les pros, parce que eux, ils ont un son qui est pas mal meilleur. La présence, les basses, les aigus sont plus présentes. C'est moins axé sur un type musical très précis. J'écoutais de la vieille musique, la moins vieille musique, et le son était plutôt bon. On a inclus dans la boîte 4 formats d'embout. Et évidemment, dans les réglages, dans l'application Beats, il y a le test de comment vous les tenez, si vos embouts sont bien insérés dans vos oreilles, pour s'assurer que l'insonorisation passive est efficace, pour que le son soit optimal. Et ça fait une petite différence. J'ai testé différents embouts, et il n'y en a qu'un sur les 4 qui faisait l'affaire. Donc, je dirais ceci, si vous achetez des écouteurs Beats, assurez-vous que les embouts sont les bons. Et faites le test d'étanchéité ou je sais pas quoi là, des embouts, parce que ça fait une différence. Je parle d'Apple depuis tantôt, des écouteurs Beats. Ça se jumelle aussi sur Android, donc c'est pas strictement un produit pour les fans d'Apple. Vous pouvez avoir des écouteurs... En fait, même les AirPods, c'est des écouteurs Bluetooth, donc fonctionnent sur n'importe quoi, la question n'est pas là. Mais les Beats, eux, il y a une application Beats pour Android aussi qui permet de faire des réglages, certains jumelages, annuler les commandes rapides et tout ça. Il y a une commande rapide, mais c'est pas effleurement, c'est tactile. Il y a un mouvement mécanique, ça fait clic-clic quand vous appuyez dessus. Vous pouvez poser, reprendre un appel, tout ça. Il y a... J'ai oublié, mais je pense qu'il y a 3 micros par écouteur pour les conversations main libre. Et ça fonctionne assez bien. C'est pas le meilleur nécessairement, mais ça fonctionne quand même assez bien. Il n'y a pas de cardiomètre, je l'ai dit, et c'est quand même $250, ce qui n'est pas nécessairement l'affaire la plus abordable, parce que il existe des écouteurs à entre $150 et $200 qui font quand même une bonne job. Ils ont juste pas l'espèce de petite ailette que les Powerbeats Fit ont. Et c'est pas la marque Beats. Beaucoup de gens aiment le petit logo B là, pour dire « Ah, regardez, je suis une personne active ». En même temps, si vous courez sur un tapis, vous courez dans le bois, on le sait bien que vous êtes actif. Donc, c'est peut-être pas nécessaire. Et donc, c'est une belle... Écoute, je veux dire, si Beats continue à faire des produits comme celui-là, la marque a un bel avenir devant elle. Elle va pouvoir redynamiser ses ventes parce que c'est un bon produit. Si je peux me permettre, moi, les Beats Pro avec l'espèce de crochet autour de l'oreille, oui. Je les trouve assez fantastiques pour aller au gym. Sauf que quand tu portes des lunettes, ça devient encombrant. Exactement. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Les lunettes, c'est un des obstacles, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est nono, là, mais tu peux te changer. Tu peux enlever ton chandail et ça ne tombe pas des oreilles. Quand on a des petits trucs dans les oreilles, des fois ça tombe, c'est pas le fun. Et le truc, tu disais la qualité sonore, moi aussi j'avais été un peu pas impressionné. Il y a une mise à jour, une grosse mise à jour qui a été mise récemment et j'ai trouvé... Est-ce que c'est purement psychologique? J'ai senti que c'était mieux. J'ai senti que... c'est sûr que ça se corrige. Et ça, c'est un défaut... Oui. Pas juste de Beats, mais d'Apple. Il n'y a pas d'égalisateur pour les écouteurs Bluetooth dans le groupe Apple Beats. Et ça, c'est un peu niaiseux parce que ce serait une façon facile de corriger cette insatisfaction-là. Oui. Ouais. Et de l'autre côté, ça, c'est $170 sur Kickstarter. Et le concept est cool. Les commuters, ce sont des écouteurs Bluetooth, eux aussi. Et leur particularité, c'est que c'est un petit étui en plastique, un boîtier, je devrais dire, MagSafe, donc qui se colle et qui tient à l'endos de votre iPhone, bien sûr, mais aussi à l'endos de votre téléphone Android plus récent, parce que, par exemple, le Pixel 10 a un connecteur MagSafe. Et quand vous achetez les commuters, ils vous donnent, je l'ai dessus, je ne sais pas si je l'ai ici, le petit anneau, la petite bague qui se colle à l'endos. Et là, vous collez ça au dos de n'importe quel appareil, un téléphone Android, un étui de protection en silicone, une tablette, si vous voulez, et vous pouvez juste coller les écouteurs sur votre appareil. Parenthèse personnelle extrêmement niaiseuse, quand j'étais à une autre époque en conversation avec des gens chez Nokia, j'ai rencontré un designer en chef de Nokia. Ça fait longtemps, ça. Et oui, c'est en 2006 ou 2007, puis je leur disais, il me semble que vous devriez créer un téléphone, un flip qui s'ouvre comme ça. Là, vous parlez dans le flip. Et si vous voulez, vous détachez l'écouteur et vous l'avez dans l'oreille. Comme ça, vous aurez toujours votre écouteur Bluetooth avec votre téléphone dans vos poches.
Évidemment, c'est le point qui était nono, parce que Nokia, le gars, il a ri, puis il est parti pour ne jamais reparler de ça, mais ça répond à un besoin qui est, coudonc, sont où mes écouteurs? Ben, ceux-là sont toujours dans le dos de votre téléphone parce qu'ils sont collés derrière le boîtier. Et juste ça, je trouve, ça vaut la peine de considérer. Et malgré le fait que juste cette nouveauté-là est suffisante, c'est pas tout ce que ces écouteurs-là font. Évidemment, le boîtier comme tel, il a aussi le couvercle se rabat et ça fait une béquille pour votre téléphone. Donc, vous pouvez en plus regarder des vidéos sans vous casser la tête, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale. Ça, c'est un gros plus. Dès qu'on ouvre le couvercle, les écouteurs se jumellent. Donc ça, c'est un petit peu embêtant parce que des fois, si votre téléphone bouge dans vos poches, ça peut jumeler vos écouteurs à votre téléphone sans que vous fassiez fait exprès. Évidemment, là, ça use la batterie. C'est compatible avec la fonction de repérage d'objets, le Find My, localisation d'Apple, bien sûr. Il y a une réduction active du bruit. Il y a des réglages dans l'application Commuter pour iOS qui permet d'ajuster un petit peu la qualité sonore. Le haut-parleur fait 8 mm. C'est pas le son le plus puissant, c'est pas le son le plus riche. Donc, il y a plus le côté utile qui est la grosse qualité de cet appareil-là que la partie plus audiophile, on s'entend. Les audiophiles vont avoir des gros écouteurs anyway, fait que c'est pas, la question ne se pose pas. Eux aussi, 7 heures de batterie, 30 heures. Citez-moi pas là-dessus, mais je pense que si vous les branchez par USB-C et qu'ils sont appuyés sur le téléphone, ça charge aussi le téléphone par induction, mais me semble que c'est le cas. Oui, mais je suis pas 100% certain. Qu'est-ce qui charge quoi? C'est ça la question. Est-ce que c'est le... Il n'y a pas de recharge inversée sur l'iPhone. C'est ça. Donc, le MagSafe ne charge pas l'accessoire. Pascal, tu poses des questions trop précises, trop pointues. Je te citais, Alain, c'était un piège. Non, je pense que c'est plus une lacune d'Apple parce que la rumeur à chaque année, c'est que le nouvel iPhone aura-t-il la recharge inversée? Ben non. Donc ça peut pas, mais ça peut quand même faire un conduit de recharge. Si vous chargez l'appareil, il peut charger le téléphone en même temps. Donc une seule connexion fonctionne pour les deux. 30 heures avec le boîtier d'autonomie. C'est quand même pas mauvais. Donc, écoute, le concept intéressant, c'est sur Kickstarter, mais ça va être livré avant Noël, c'est ce qu'on m'a promis. Il y a un prix spécial parce que plus tard, vont coûter plus près des 250 $ au prix de détail normal. Artronic Design, c'est le nom du fabricant, mais Commuter, K-O-M-U-T-R, vous pouvez le googler, ça se trouve assez bien. La fonction main libre est correcte. Je l'ai essayé quelques reprises. Une personne sur, mettons, 5 m'a dit « Coudonc, t'as-tu un écouteur main libre? » J'ai dit oui. Donc, ça, quand même. Puis, évidemment, l'application fait une différence pour la qualité sonore, mais c'est pas pour les audiophiles. Ça fait mal aux oreilles aussi. Si vous avez des conduits auditifs un peu trop petits, trop grands, tout ça, c'est des écouteurs qui sont très rigides, qui sont faits, j'ai l'impression qu'ils sont imprimés 3D avec un matériau de plastique assez industriel. C'est pas l'appareil le plus raffiné. C'est ça. Et j'ai trouvé que même l'embouille est souple, mais on arrive vite à la partie plus rigide de l'écouteur qui va dans l'oreille est quand même assez grosse. Donc, c'est peut-être embêtant pour certaines personnes. Surveillez ça. Évidemment, on peut l'acheter puis le retourner. Là, ça, c'est pas un problème. Et il y a des commandes tactiles par effleurement, mais elles sont donc capricieuses. On peut ajuster le volume, on peut changer la chanson, tout ça, mais des fois, on fait pas tout à fait la fonction qu'on voudrait, puis ça vient rapidement mêlant. Donc, pas la première qualité de l'appareil. Mais sinon, écoute, ça, c'est une bonne idée faite, devenue un produit qui, j'espère, va connaître du succès parce qu'ils ont eu une vraiment très bonne idée. Vous mettez ça derrière votre téléphone et vous avez toujours des écouteurs avec vous. Oui. C'est magique. Si la recharge inversée est activée, ce serait une coche de plus, mais... Ça serait magique, définitivement. Et tu n'as pas la version finale? Pas la version finale. Ben, probablement que il y a une version plus sophistiquée. Et vous savez comment ça avec Kickstarter? Ça, c'est l'appareil que vous achetez maintenant, mais dans un an, ils vont sortir la version comme commerciale pro de génération 2. Et là, ça va être parfait et ça va corriger tous les problèmes de la version 1. Donc, mais ça, on s'en sort pas. Mais bref, quand même, ils répondent à un besoin. C'est ce que je trouvais. Est-ce que c'est déjà un épisode qui se termine, Alain? Déjà, c'est un long épisode en plus. Hein. Merci à TELUS et Plan Hub. Merci d'être partenaire du podcast. C'est agréable de pouvoir manger grâce à vous. Cogeco Média qui permet la mise en onde et la diffusion du podcast partout. Merci beaucoup. On peut venir sur pascalforget.com. J'ai fait des critiques, entre autres, plus de notes sur le Pixapresso. Si vous avez envie, Alain McKenna, on peut te lire dans la presse, entre autres. Oui. Ben, beaucoup dans la presse. Vous pouvez m'écouter sur Cogeco ce dimanche matin. Ça tient la route. On a changé de case horaire, là, mais si vous aimez les chars, j'en fais aussi. Puis on est en onde au 98.5 et ailleurs au Québec, mais j'ai perdu l'heure exacte. Allumez votre radio, vous allez nous entendre. Tu peux faire une version vélo?
Chialer ses pistes cyclables, chialer sur les vélos électriques. On pourrait appeler ça vélocipède. Wow. C'est ça le nom des premiers vélos, non? OK. Si on a un concept, on fait ça. Une tasse de vélo. Exactement. On va faire tout ça ensemble. On va y penser, en tout cas. On prend le temps d'y penser. On se laisse une semaine. Entre-temps, nous, on va... Écoute, je pense que je vais aller voler ta machine à café pour un petit espresso maison. Sinon, écoutez, prenez soin de vous. Allez écouter nos archives. Abonnez-vous à notre balado sur votre plateforme préférée. Ça nous fait plaisir d'avoir des chiffres avantageux pour avoir ensuite plus de poids dans notre communauté respective. Et bref, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde. Pour une mise à jour sur l'actualité qui bouge d'heure en heure. Pour tout savoir sur ce qui se passe ici ou ailleurs. Abonnez-vous au balado Les Actualités Cogeco Nouvelles. Écoutez-nous partout, en tout temps. Sur votre application Cogeco Média.